nous allons reprendre à présent. Donc cet après-midi, on continue à être dans le domaine de la réflexivité. Il va y avoir plus de philosophie, à la fois avec Delphine Olivier et également dans un second temps avec Sarah Carvalho. Donc dans cette première présentation, ça sera Delphine Olivier qui a une thèse en philosophie, qui est philosophe, qui va nous présenter son approche, et c'est plus tourné vers le biologique et le médical. Alors merci pour l'invitation à ce colloque. Et donc effectivement, je vais parler donc d'une promesse particulière qui a été énoncée dans le champ de la médecine et plus particulièrement dans le champ de la prévention. Alors le but de mon exposé, c'est à la fois d'entrer un peu dans le détail de cette promesse médicale et aussi de partager des réflexions sur la manière de construire des outils critiques dans le domaine des sciences sociales et ici dans le champ de la philosophie. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on veut appréhender des promesses qui sont caractérisées justement par un discours prospectif et donc qui constituent toujours un objet un peu fuyant puisqu'on nous dit que c'est la médecine de demain ou la science de demain. Et donc, face à ces discours qui se placent dans un futur à venir, comment est-ce qu'on fait pour élaborer les outils critiques permettant de les décrire et de les appréhender? Alors, la promesse dont je vais parler a un visage contemporain qui est celui de la médecine prédictive, qui porte une variété de noms. Donc, on parle parfois de médecine prédictive, de médecine personnalisée, de médecine des 4 P, des 5 P. Alors, il y a toujours des P qui se rajoutent. Donc, ça veut dire personnalisé, préventive, participative, proactive, etc. Et donc, cette médecine-là, à laquelle je vais m'intéresser, envisage que les individus, donc c'est toujours les individus plutôt que des approches qui pourraient concerner les populations, les individus pourront, grâce à la technologie, donc cette technologie, c'est à la fois des capteurs qui pourront équiper les individus, ce sont des technologies computationnelles avec un usage des big data, ce sont aussi des techniques génomiques avec le séquençage des génomes. Eh bien, ces techniques pourront permettre à l'individu de conserver le bien-être et la santé de façon quasiment indéfinie. Alors, cette promesse, donc, qui concerne vraiment le champ de la prévention, je ne parlerai pas aujourd'hui de médecine curative, cette promesse suscite l'intérêt des médias régulièrement et aussi l'intérêt des sciences sociales et donc de la sociologie ou de la philosophie, qui s'efforcent à la fois de construire les outils qui permettraient de se méfier d'une médecine dont on sent qu'elle pourrait avoir un visage dystopique. Et en même temps, les sciences sociales se trouvent dans la position de toujours devoir rappeler qu'elles construisent les outils critiques, mais que dans le même temps, cette médecine n'est pas encore une réalité, qu'elle est davantage un fantasme qu'une réalité. Donc on voit les sciences sociales un peu tiraillées entre le sentiment qu'il est nécessaire de produire un discours critique face à ces promesses et la crainte de fonctionner comme une chambre d'écho qui ajouterait en fait de la crédibilité à la promesse. Alors, je vais aborder deux questions. D'abord, d'où viennent ces promesses médicales? Donc, cette promesse d'une médecine tournée vers la santé et d'une médecine qui permettra aux individus de rester en bonne santé. Et dans un deuxième temps, j'essaierai de réfléchir à la façon dont la philosophie peut construire des outils critiques pour évaluer cette promesse. Alors, premier temps, quelques éléments de généalogie de cette médecine prédictive. D'abord, il faut bien voir que les promoteurs de ces nouvelles médecines, de ces médecines de demain, ont leur propre réponse à la question de savoir d'où viennent ces médecines. Pour eux, c'est très simple, la promesse, elle s'enracine dans des découvertes scientifiques. Donc, ce que ces promoteurs des nouvelles médecines nous disent, c'est que c'est parce qu'il y a eu des avancées dans le domaine de la génomique et dans le domaine des techniques computationnelles qu'on aurait de nouveaux espoirs. Donc il y aurait un fondement scientifique à la promesse scientifique.
Alors, cette généalogie autoproclamée, en fait, doit d'abord être déconstruite. Et je voudrais montrer que cette promesse médicale s'enracine en fait dans un passé plus lointain et qu'il est possible de trouver des traces de cette promesse dès la fin du XIXe siècle dans un contexte qui est celui du développement des assurances-vie américaines. Et à la fin, alors évidemment, quand on est dans le secteur des assurances-vie, on a un intérêt évident à ce que nos souscripteurs vivent plus longtemps et en meilleure santé. Donc les assureurs sont travaillés par la crainte des processus de contre-sélection. Est-ce que les gens qui veulent souscrire une assurance vie ne sont pas précisément ceux qui, en fait, sentent bien qu'ils sont en mauvaise santé et donc pourraient avoir un intérêt à contracter une assurance vie? Et alors, dans ce contexte-là, les assureurs vont promouvoir une nouvelle pratique médicale qui est celle des examens périodiques de santé. Donc on propose aux individus, qui sont des individus en bonne santé, qui n'ont pas de raison particulière d'aller contacter un médecin, de se soumettre à une sorte de check-up médical. Et alors, donc je vous donne un exemple de cette pratique. Alors on est là aux États-Unis, à New York, en 1913-1914, et un économiste qui est Irving Fisher, qui est quelqu'un qui est personnellement préoccupé de questions de santé. Alors c'est un économiste connu dans son domaine, et puis par ailleurs, il a contracté la tuberculose, et donc il devient passionné par l'hygiène et par tout ce qui concerne la santé des populations. Et Irving Fisher discute avec un entrepreneur qui, lui, se rend bien compte qu'il y a là une opportunité de marché, et il décide d'ouvrir un centre, donc ils appellent ça le Life Extension Institute, qui ouvre à New York, et qui va proposer aux individus, et notamment aux souscripteurs d'assurance-vie, donc il y a des partenariats avec les assurances-vie, il leur propose de faire un bilan complet de santé. Donc c'est une promesse qui se matérialise dans un centre. Donc là, vous avez une image promotionnelle de ce centre de santé. Et puis, il y a aussi des activités de publication et de promotion, donc soit des petits fascicules, là vous en avez des exemples. Il y a un livre aussi qui est publié par le centre, qui va être un best-seller de l'époque. Ça s'appelle très modestement « How to Live » et ça nous explique comment bien vivre sur des fondements scientifiques. Donc, dans ce centre, on fait passer des examens de santé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, donc là, vous avez un autre exemple de cette activité promotionnelle de la santé. Et à côté de cette activité qui consiste à examiner régulièrement les individus bien portants, donc tous les ans, on propose de faire ça tous les ans, eh bien, va se déployer tout un discours qui est caractérisé par une orientation vers la santé. Donc là, vous avez cet exemple, le personnage doit regarder vers la santé. Et cette santé est redéfinie. Donc le centre, au fur et à mesure des publications, explique que la santé ne doit pas être considérée comme l'absence de maladie. Il faut viser le bien-être, une sorte de vitalité. Et dans le même temps, ce qui est un premier paradoxe de ces discours, eh bien, la santé est toujours conceptualisée comme quelque chose de fragile. Les individus ont l'apparence de la bonne santé, mais il faut se méfier de cette apparence. Et donc les examens périodiques qui sont proposés vont essayer de déceler les moindres défauts. C'est aussi un centre qui va se mettre à promouvoir une sorte de rhétorique holiste. Donc le but des examens périodiques serait d'examiner l'individu sous toutes ses coutures et de proposer à la fin une sorte de synthèse permettant d'avoir une nouvelle vision scientifique de ce qu'est la santé. Et alors, en même temps que le centre adopte cette rhétorique holiste, en expliquant qu'on va avoir une vision complète de l'individu, eh bien, il adopte aussi tout un vocabulaire technique, des métaphores du contrôle technique. Donc le centre explique que, après tout, on emmène sa voiture chez le garagiste régulièrement, et donc il faut faire pareil avec notre corps. Et donc là, à ce moment-là, on voit apparaître l'idée qu'une nouvelle révolution scientifique doit advenir. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, la prévention en médecine
disposent bel et bien de nouveaux savoirs. Ce qui s'est passé au fur et à mesure du XIXe siècle, c'est qu'il y a eu des découvertes scientifiques portant sur les maladies, donc notamment dans le domaine de la bactériologie, qui ont permis véritablement de donner de nouveaux fondements scientifiques à des pratiques préventives. Donc la pratique de la vaccination, qui avait été développée dès la fin du XVIIIe siècle, acquiert bel et bien des bases scientifiques nouvelles à la fin du XIXe siècle. Et de la même manière, la prévention des épidémies peut s'appuyer sur des outils statistiques nouveaux qui ont été développés au XIXe siècle. Donc ce qui veut dire qu'au moment même où la prévention, qui pendant longtemps avait dû se contenter de conseils un peu vagues sur l'hygiène de vie, au moment où la prévention acquiert de nouveaux fondements scientifiques, on voit apparaître des discours nouveaux qui expliquent que, en fait, la médecine s'est trompée en se focalisant sur les maladies. Il est grand temps de s'intéresser à la santé et il est grand temps d'examiner médicalement et scientifiquement les individus en bonne santé. Et donc c'est là un des moments forts de cette généalogie de ce qui aujourd'hui se présente comme les médecines prédictives ou personnalisées. Alors je vous donne un deuxième exemple de cette promesse dans le passé. Cette fois-ci, on est au milieu du XXe siècle, à Londres, et un couple de médecins qui s'appelle George Williamson et Inez Peirce décident de créer un centre de santé. Alors, donc le centre de Peckham a intéressé un certain nombre d'analystes, donc je vois que certains connaissent, pour des raisons très diverses. C'est une expérience qui s'est déroulée entre 1926 et 1950, qui a fait appel à un architecte assez connu. Donc aujourd'hui, il y a des historiens de l'architecture qui s'intéressent à ce centre. On dispose d'énormément d'archives. Le bâtiment existe encore. Et puis, alors vous allez voir, c'est une expérience assez complexe qui mêle un discours social et puis un discours médical. Et à mon avis, le centre de Peckham représente une instanciation paradigmatique d'un certain type de promesse médicale. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? L'idée de ces médecins, c'est d'essayer d'abord de voir si la vie sociale a une influence sur la santé. Donc, ils créent un centre et ils recrutent les familles du quartier. Donc, c'est un quartier de la banlieue de Londres qui n'est ni très riche ni très pauvre. Et les familles sont invitées à fréquenter ce centre dans lequel se trouve une garderie, une bibliothèque, un gymnase, une salle des fêtes, une piscine et aussi des salles médicales d'examen. Et donc la condition pour avoir accès aux différents services du centre, c'est d'abord de s'affranchir d'une cotisation hebdomadaire et d'autre part d'accepter de se soumettre tous les ans à la révision de santé. Donc je vous montre quelques images d'archives. Donc là, vous avez des nageuses qui sont dans la piscine et qui peuvent interagir ou être vues par la salle qui se trouve de l'autre côté. Donc ça a été théorisé par les concepteurs du centre. Il fallait que le verre et les espaces vitrés occupent une grande partie de ce centre pour permettre l'observation et la circulation du regard. Donc là, vous avez la nurserie, la salle des fêtes, et puis la consultation médicale. Et donc les deux médecins, ce sont, alors pas les fondateurs, mais les personnages principaux de ce centre. Et donc un exemple d'un examen médical qu'on faisait passer aux familles et aux enfants. Alors la question, c'est quel est le rapport entre tout ça ? Que viennent faire les médecins au milieu de cette expérience sociale ? Eh bien, ces deux médecins et le centre de Peckham vont développer, en l'espace d'une vingtaine d'années, un discours qui va s'efforcer de théoriser une révolution médicale. L'idée, c'est que, et donc c'est dit très clairement, la médecine jusque-là s'est trompée. Certes, la médecine curative a besoin d'une science des maladies, mais pour faire de la médecine préventive, on va avoir besoin d'une science de la santé. Alors ensuite, il y a une sorte de contrainte logique de ce discours. Si on veut créer une nouvelle science de la santé, qui ne soit pas la même chose que la science des maladies, alors nécessairement, la santé doit être définie comme n'étant pas l'absence de maladie. Sinon, les deux sciences se superposent.
Et alors, peu à peu, les médecins vont donc s'engouffrer dans la recherche d'une définition scientifique de la santé qui, en même temps, ne soit pas réductible à l'absence de maladie. Alors, la santé devient le bien-être, la vitalité. La médecine elle-même, le terme de médecin est rejeté. Donc, les deux médecins se qualifient de biologistes en quête de matériel. Ils se comparent également à des éthologues. Et donc, vraiment, ils se considèrent comme devant observer pour la première fois dans l'histoire de la médecine des individus en bonne santé. Et donc, toutes ces activités sociales sont là pour fournir un terrain d'observation et participer à l'élaboration de cette nouvelle science. Alors, ça pose un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire que, d'abord, on va voir un grand embarras théorique qui se manifeste de plus en plus au fur et à mesure des publications. Puisque la tentative de définir la santé comme autre chose que l'absence des maladies conduit à des définitions du type « alors, il faut capturer l'image fonctionnelle de la vie qui s'écoule ». Ou encore, il va falloir observer la synthèse mutuelle de l'organisme et de l'environnement. Il faut encore capturer l'image fonctionnelle du flux de la vie. Telle est la totalité, la santé. Et alors tout ça, donc ça continue, puisque finalement ces médecins essayent de prendre en compte que tout peut participer de la santé, et en même temps ils essayent de construire un discours scientifique là-dessus, et finalement la santé devient diluée dans le cosmos. Donc la synthèse mutuelle de l'organisme et de l'environnement trouve son expression formelle non pas seulement dans les entités biologiques et les organismes composants du cosmos, mais aussi dans la disposition du cosmos lui-même. Et donc, dans les années 50, on finit par voir les publications du Centre qui se trouvent bien embarrassées à devoir réintégrer la relativité générale, la physique, toutes ces données, pour finalement avoir ce nouvel objet médical qui est la santé. Donc, l'idée, c'est que si on prend en compte cette généalogie, on voit que là où les promoteurs contemporains de la médecine des 4P essaye de nous dire que c'est avec l'apparition de techniques génomiques et avec l'apparition de techniques computationnelles qu'on a pu voir naître l'espoir d'une nouvelle science, eh bien, la généalogie nous invite à penser différemment le contenu de la promesse. Et peut-être que la promesse, au fond, c'est tout simplement d'essayer de créer un nouvel objet scientifique qui serait la santé, entendue comme vitalité. Et l'observation, la création de cette nouvelle science devrait se faire grâce à un examen approfondi, détaillé et en même temps synthétique des individus en bonne santé. Alors j'en viens au deuxième temps de mon exposé pour essayer de réfléchir à la façon dont le travail généalogique et ensuite la réflexion philosophique peuvent nous aider à élaborer les outils critiques pour appréhender cette promesse. Alors, bon, effectivement, la généalogie là, que je vous ai proposée et le fait de réinscrire les promesses contemporaines dans une histoire plus longue, ça permet évidemment de créer une certaine suspicion et un certain recul. Ça permet également de définir différemment le contenu même de la promesse. Ici, on peut voir apparaître la tentative de création d'un nouvel objet scientifique. Mais finalement, est-ce que ce travail suffit? Est-ce qu'on échappe à l'idée que peut-être la promesse n'est pas encore réalisée? Puisque c'est tout le problème. C'est-à-dire que la promesse d'avoir une nouvelle science peut toujours se réfugier derrière l'idée qu'on n'a pas encore les connaissances, on n'a pas encore les techniques. Et donc, je voudrais rapidement évoquer la façon dont deux penseurs, Gaston Bachelard d'une part et Georges Canguilhem d'autre part, donc, qui sont des penseurs de ce qu'on a appelé l'épistémologie historique, peuvent nous aider à construire un certain nombre d'outils critiques. Alors, Gaston Bachelard, c'est ce philosophe du début du XXe siècle qui a réfléchi à ce qu'il a appelé la formation de l'esprit scientifique. Donc, il s'intéresse à, en quelque sorte, une sorte d'état d'esprit nécessaire à la réalisation de la science. Et
c'est sans doute... Alors, c'est intéressant parce que précisément ce à quoi j'ai essayé de m'intéresser lorsque j'ai analysé ces discours sur les nouvelles formes de prévention, j'ai essayé de m'intéresser à une ambition de faire de la science. Donc il y a ici une dimension psychologique de ce qui est fait. On essaye de réfléchir à ce que c'est que cette ambition de science. Et l'idée, c'est de pouvoir l'évaluer de façon épistémologique. Est-ce que cette ambition-là, de créer un nouvel objet scientifique, est-ce qu'elle est elle-même scientifique? Alors, pourquoi est-ce que Gaston Bachelard peut être utile? Parce que c'est un philosophe qui a beaucoup insisté sur la séparation entre deux manières de se rapporter à la réalité. La science, le regard scientifique sur le monde, pour Bachelard, nécessite un travail d'abstraction et une forme d'ascèse, qui implique de renoncer à notre premier rapport au monde, qui est un rapport affectif au monde. Il prend l'exemple de la flamme d'une chandelle. Si on se met à observer, à être devant un feu ou devant une cheminée, devant une chandelle, peu importe, ça provoque immédiatement une sorte de rêverie. Et cette attitude-là, Bachelard n'a rien contre, c'est très bien, ça va nourrir la poésie et l'imagination. Mais par contre, si on veut en physicien comprendre le phénomène de la combustion, alors il va falloir renoncer à cette rêverie pour entrer dans l'abstraction et dans la compréhension abstraite du phénomène. Et il me semble que ce qui est en jeu dans les promesses qui consistent à dire qu'on va créer un nouvel objet scientifique qui serait la santé, c'est précisément un refus de l'abstraction. Donc les gens qui aujourd'hui envisagent d'étudier les individus sous toutes ces coutures et d'utiliser les big data en compilant un maximum de données, en insistant sur le caractère quantitatif de ces données, sont des gens qui espèrent capturer la totalité du réel dans des outils scientifiques. Et c'est ce qui s'est passé à PECAM. C'était l'ambition d'avoir une vision totalisante de l'individu et en même temps de produire un discours scientifique. Donc, on voit ici que la réflexion plus fondamentale de philosophes comme Gaston Bachelard qui réfléchissent à ce que c'est que l'esprit scientifique, ça nous aide aussi à comprendre quelle est l'illusion dont nous sommes victimes quand nous écoutons ces promesses. Parce que nous sommes toujours tiraillés en fait, entre ce rapport intuitif au monde, cette ambition de tout capturer, et puis la démarche scientifique. Et puis, donc deuxième philosophe qui est utile pour comprendre ce qui est en jeu, c'est Georges Canguilhem. Alors, Canguilhem est très utile, c'est un philosophe de la médecine et de la biologie. Et une des affirmations fondamentales de l'œuvre de Canguilhem, c'est la suivante: il n'y a pas de science de la santé. Alors du coup, quelle chance, parce qu'on a un philosophe qui dit précisément l'inverse de tous ces scientifiques qui ont essayé de créer une science de la santé. Canguilhem était un lecteur de Gaston Bachelard. Et à certains égards, il reprend cette distinction entre le plan scientifique et le plan de la réalité vécue, ressentie, incarnée. Et donc, il insiste sur le fait que certains concepts sont des concepts qui ont un sens pour nous, qui vivons des choses, qui faisons l'expérience du monde, mais que ces concepts-là ne sont pas pour autant des concepts scientifiques. Alors, il a une image qui est assez belle pour expliquer la distinction entre ces deux plans. Il nous rappelle que le vivant ne vit pas parmi des lois scientifiques, et il dit « ce qui porte l'oiseau, c'est la branche, et non pas les lois de l'élasticité ». Donc, voilà, il y a toujours cette distinction à faire entre les deux plans. Et donc, pour lui, la santé, c'est un concept vulgaire, c'est ce dont nous faisons l'expérience vécue, l'expérience intime, et ce n'est pas ce qui peut être réduit à une connaissance scientifique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de science de la maladie ou de science médicale. Mais ces sciences-là ne vont jamais appréhender ce qu'est la santé. De même que pour Canguilhem, la biologie ne donne pas un concept scientifique de ce qu'est la vie. Par ailleurs, Canguilhem propose aussi, donc il fait tout un travail d'histoire des sciences et réfléchit donc à ce qu'est la science, à ce que sont les marges de la science, à quel moment est-ce qu'on est dans le discours scientifique, à quel moment est-ce qu'on passe du côté de l'idéologie. Et il insiste sur le fait que
l'historicité est un critère de scientificité. Autrement dit, un discours qui se répète, et donc comme les promesses qu'on peut observer, un discours qui ne prend pas le risque d'être faux un jour, eh bien c'est un discours qui ne se place pas entièrement sur le terrain de la science. Et dernier aspect de la philosophie de Canguilhem qui est lié à ce point, c'est que selon lui, les études d'histoire de la biologie et d'histoire de la médecine sont porteuses d'un enseignement, c'est-à-dire qu'un enseignement philosophique. Selon lui, l'histoire de la biologie nous montre que ces sciences progressent lorsqu'elles prennent en compte la spécificité de leur objet. C'est-à-dire que lorsque la biologie, par exemple, se met à élaborer la théorie de l'évolution, elle élabore une théorie qui n'est pas réductible à des sciences physico-chimiques. Pour penser la théorie de l'évolution, on a besoin de penser à des êtres vivants qui sont en confrontation, en débat avec un milieu, en débat avec d'autres espèces. Et on ne peut pas comprendre cette théorie uniquement en pensant à des animaux-machines, comme ce que faisait Descartes. Et donc, cet aspect-là de la philosophie de Canguilhem nous aide aussi à réfléchir à la fixité des promesses dans le domaine de la biologie ou de la médecine. Pourquoi est-ce que cette idée qu'on pourrait avoir une science de la santé qui reposerait sur la technologie, sur une quantification de tous nos états de santé, pourquoi est-ce qu'elle se répète? Pourquoi est-ce qu'elle échoue? Eh bien, c'est peut-être parce que, dans le fond, elle essaye de réduire le vivant à quelque chose qui serait plutôt de l'ordre du mécanique et du physique. On pourrait tout quantifier, tout analyser, tout entrer dans un ordinateur, et à la fin, on aurait des tendances prédictives de nos états de santé. Donc finalement, l'étude de façon historique d'une promesse médicale qui se répète, ça nous permet aussi de réfléchir à nouveau à ce que c'est que le vivant ou à ce que c'est que cet objet dont la science prétend s'emparer. Voilà, donc en conclusion, alors ça a été un peu rapide, j'espère que ce n'était pas trop embrouillé. Donc je vous ai simplement donné quelques aperçus de cette généalogie d'une promesse médicale contemporaine. L'idée, c'est que la mise en perspective généalogique permet de prêter attention au bégaiement de la promesse médicale. Alors ça permet d'échapper à la rhétorique prospective, ça permet de mieux saisir le contenu de la promesse et dans le même temps d'en fournir une critique qui se place sur le terrain de l'épistémologie. Ce qui apparaît dans les projets médicaux que je vous ai présentés, c'est finalement une ambition scientifique démesurée qui prétend faire de la santé tout entière un objet de science. Et l'idée, c'est que cette ambition échoue régulièrement, et ça nous met sur la piste aussi d'une analyse du sens philosophique de cet échec. Il ne peut pas nous être indifférent de constater que la santé, dès lors qu'on la définit non pas comme une absence de maladie, laquelle pourrait bien être attestée par des pratiques de dépistage, mais lorsqu'on la définit comme un rapport intime de confiance dans ses propres capacités physiques et psychiques, eh bien cette santé-là ne peut pas faire l'objet d'un calcul, d'une prédiction. Ce qui veut dire que dans ce rapport à nous-mêmes, à notre corps, à nos émotions, à nos pensées, eh bien, il y aurait quelque chose que le déploiement tous azimuts de capteurs ne parvient pas à ressaisir. Donc l'idée, c'est que documenter ici l'échec d'une ambition scientifique, ça nous renseigne en retour sur le caractère irréductible de l'expérience individuelle et vécue de la vitalité, ce qui, à son tour, nous fournit des outils pour nous méfier de cette promesse. Voilà, merci. Merci beaucoup Julien, merci au Centre d'Alembert d'organiser cette journée. Et j'arrive en fin de programme et donc on va retrouver pas mal d'éléments qui sont apparus au fur et à mesure des différentes interventions.
Et donc, moi, on m'avait demandé de parler de l'éthique de la recherche, et donc de ce problème qui préoccupe aujourd'hui beaucoup de gens et d'institutions scientifiques, qui est apparu à travers des dysfonctionnements graves de la recherche, dysfonctionnements de deux ordres. Un premier ordre, c'est sur tout ce qui relève de ce qu'on a appelé les externalités négatives de la recherche. Non pas seulement que la recherche ne parvient pas à réaliser ses promesses, mais en plus, elle crée des graves problèmes. Donc ça, c'est le premier grande dimension de l'éthique de la recherche. Et puis la deuxième dimension très forte qui prend beaucoup de place aujourd'hui, c'est tout ce qui remettrait en cause la nature même scientifique de la recherche à travers ce qu'on appelle les FFP, la fraude, le plagiat, la falsification de résultats et le plagiat. C'est-à-dire que des scientifiques qui, pour certains, souscrivent aux plus grands critères de l'excellence de la recherche, en fait, y arrivent par des moyens problématiques qui sont fondés sur des malfaçons, la plupart du temps intentionnelles. Et donc, dans ce contexte-là, d'une part, les conséquences ou externalités négatives de la recherche et d'autre part, des dysfonctionnements internes sur des mauvaises pratiques scientifiques, il y a eu un phénomène de brèche de la science et on est parti en quête d'une solution qui a pris ce nom d'éthique de la recherche. Et donc, ce que je voudrais voir, c'est comment est-ce que l'éthique de la recherche a été mobilisée pour garantir justement la fiabilité de la promesse scientifique. C'est-à-dire que face à un risque de défiance, de méfiance, l'éthique de la recherche est devenue la promesse de la promesse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour garantir les promesses de la science lorsque il y a des dangers internes. Eh bien, on va essayer d'internaliser de l'éthique dans les sciences. Donc finalement, la promesse éthique de la science, c'est d'internaliser, c'est de garantir la fiabilité de la recherche en internalisant deux grandes dimensions de l'éthique, la réflexivité et un certain nombre de procédures. Et ce que je voudrais montrer aujourd'hui, c'est le risque d'une forme de régression à l'infini. Parce que ce sur quoi je voudrais conclure, c'est sur des dysfonctionnements de l'éthique de la recherche elle-même. Et donc, on serait sans cesse en quête d'une solution par rapport à tous les risques potentiels liés à la recherche. Donc, on va retrouver ce paradoxe logique que Bernadette Vincent a exprimé ce matin. On a besoin de promesses, et la science est effectivement un de ces lieux de la promesse, mais il y a un danger de la promesse. Et ce que je voudrais vous dire, c'est la même chose pour l'éthique. On a besoin d'éthique de la recherche, bien sûr, mais en même temps, il y a un danger de l'éthique de la recherche que j'appellerais l'éthicocratie. Donc, ça m'amènera à questionner l'évidence du cadrage de la recherche par l'éthique. Et deuxièmement, à revenir sur cette question du solutionnisme. On aurait des solutions à nos problèmes et l'éthique serait une de ces solutions. Alors, dans un premier temps, donc, je vais revenir sur les sciences comme promesse de la démocratie et je vais aller assez rapidement parce que c'est des éléments bien connus, mais comme Delphine Olivier, je pense que c'est toujours important de refaire un point historique parce que la science, ce n'est pas simplement un rapport au monde, c'est l'incarnation, disons, d'un projet qui plonge ses racines dans une histoire longue. Et cette histoire de la science, elle a été thématisée au début du siècle, notamment par Max Weber, donc un sociologue allemand, comme étant un processus de rationalisation. Et justement, il voyait deux faces de la rationalisation, les sciences et l'économie. Et donc ce double processus de rationalisation par les sciences et par l'économie
c'est ce qui caractérise la modernité pour Weber. Et cette modernité, c'est un point d'aboutissement universel. Il se trouve que ça c'est né en Occident au XVIIe siècle, dans le contexte de la réforme protestante, mais pour Max Weber, en fait, toutes les sociétés sont amenées à rationaliser leurs activités sur un mode scientifique et sur un mode économique qui en fait relève d'une même logique, qui est celle de ce qu'on dit en allemand la Berechenbarkeit, c'est-à-dire la calculabilité et la prévisibilité. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que pour Weber, la science, c'est aussi un projet de société qui va avoir des impacts sociaux. Alors, dans la suite de cette première réflexion sur le rôle social des sciences en ce qu'elles promeuvent un certain modèle social qui est celui de la modernité, des sociologues vont continuer à réfléchir sur la légitimité en fait, de la science à assurer cette histoire du social. Et c'est notamment les travaux de Robert K. Merton, donc un sociologue américain, qui s'inquiète de la montée du nazisme et qui dit que dans la patrie même de Weber, on voit une forme de conflit émerger entre un type de régime et la science. C'est-à-dire que la science, en fait, aurait son terrain naturel dans la démocratie et la science renforcerait la démocratie, tandis que s'il y a d'autres formes de régime qui montent en puissance, il y a un risque de rendre impossible la science. Et donc, ce qu'on voit, c'est que derrière, il y a vraiment ce modèle weberien du fait que la science promeut un ordre social qui a une forme de vertu, disons, intrinsèque à travers cette logique rationnelle. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une légitimité du social du scientifique selon Merton? Merton ne va pas s'appuyer sur des travaux empiriques comme les sociologues le font d'ordinaire, mais il va s'appuyer sur une approche historique et il va relire l'histoire de la Royal Society, donc une des premières institutions scientifiques qu'on pourrait appeler quasi professionnelles au XVIIe siècle. Et de fait, donc on retrouve cette même période que Weber avait pointée comme le début de la modernité à travers une certaine éthique protestante. Et donc, ce que montre Merton à partir de cette étude de cas historique, c'est que la Royal Society a réussi à créer une communauté scientifique régie par des normes au sens sociologique du terme. Il y en a 4. L'universalisme, donc le fait que n'importe qui, noble ou pas noble, riche ou pauvre, peut accéder à la pratique scientifique. Le communalisme, le fait que pour faire de la science, on est obligé de mettre en commun nos savoirs. Le scepticisme organisé, c'est-à-dire le fait que la science n'est pas fondée d'abord sur la confiance, mais d'abord sur l'esprit critique. Et puis le désintéressement, sur le fait que le scientifique ne cherche pas d'abord à s'enrichir ou à procéder à ses propres intérêts, mais vise un bien commun. Alors, ce que dit Merton, ce n'est pas que les scientifiques sont vertueux en soi, mais ce qu'il dit, c'est que l'institution scientifique a produit ces normes et que si les scientifiques ne souscrivaient pas à ces normes, ils en étaient exclus. Donc il y aurait un phénomène de régulation de la communauté scientifique et c'est ce qu'il appelle donc, dans un article de 1942 la structure normative de la science. En fait, si la science a une légitimité, c'est parce qu'elle est capable de produire son propre ethos et de réguler les déviances. En fait, Merton va s'intéresser très tard aux déviances, vraiment à la fin de son œuvre. Dans les années 40, ce à quoi il s'intéresse, c'est sur cette capacité d'autorégulation de la science. Alors, justement, ça m'intéressait que vous parliez de Bachelard, parce que côté français, quand Bachelard va s'intéresser à la cité scientifique, il ne va pas parler de normes, il n'a pas du tout une approche sociologique, mais je trouve que c'est très intéressant. Donc c'est un texte de 1934, quelques années un petit peu avant Merton, mais globalement on a un peu le même esprit. Je lis quelques passages de cette formation de l'esprit scientifique de 1934. Nous croyons travailler ainsi à la moralisation de la science,
car nous sommes intimement convaincus que l'homme qui suit les lois du monde obéit déjà à un grand destin. Donc il y a cette idée que en fait, la rationalité scientifique, ce processus d'abstraction dont a parlé Delphine, en fait, participe aussi à une vaste moralisation de la science et qui va transformer notre rapport au réel sous la houlette du rationalisme. Et donc, un peu plus loin, la tâche de la philosophie scientifique est très nette, psychanalyser l'intérêt, ruiner tout utilitarisme, si déguisé qu'il soit. Donc en fait, la science permet de nous débarrasser de ce rapport affectif, d'un rapport utilitaire, pour accéder à une autre attitude dans le monde, qui est vraiment l'attitude de cet esprit scientifique. Et ce qui est très important chez Bachelard, c'est de comprendre que cet esprit scientifique, ce n'est pas l'esprit de tel ou tel scientifique, c'est l'esprit d'un collectif scientifique et que ça diffuse à travers ce qu'il appelle la cité scientifique ou la communauté scientifique. Alors, cet ancrage de la science dans une histoire de la rationalisation, de la modernité, elle va trouver un nouveau rebondissement après la Seconde Guerre, notamment dans le rapport de Vannevar Bush, Science, the Endless Frontier, où dans ce contexte post-guerre, l'idée c'est que la science c'est effectivement le moteur du progrès. Donc là, on a une affirmation très claire du fait que les sciences sont le lieu d'un nouveau contrat social dans un contexte de guerre froide où il faut faire la preuve du modèle de la démocratie américaine et de ses bienfaits vis-à-vis de l'humanité. Et ce modèle de la science comme permettant de repousser sans cesse les frontières va être repris dans une logique économique à partir des années 80, notamment avec Paul Romer, qui va montrer que c'est justement l'innovation technologique qui est rendue possible par la recherche qui permet le progrès, qui permet le bien-être, etc. Alors, dans les années 2000, va s'opérer un tournant par rapport à ce modèle-là, dans la mesure où cette fois-ci, ce n'est plus la science qui a une forme d'autonomie et qui aurait la délégation de la société pour accomplir ce moteur du progrès ou de l'innovation, mais la science va devoir répondre à son statut démocratique. C'est-à-dire que désormais, la science doit être au service de la démocratie. Et là, il y a un tournant très important qui a été identifié par David Guston, qui dit qu'il y a une nouvelle forme de contrat social. On ne fait plus d'emblée confiance à la science comme processus de rationalisation, processus de croissance, etc. On va demander aux scientifiques de justifier leurs projets pour des valeurs sociales. Donc ça, on peut le repérer très bien en philosophie des sciences sur un certain nombre de travaux. Je pense par exemple aux travaux de Philippe Kitcher, mais qui montre que désormais, il y a une prise de conscience sur le fait que la science, c'est un choix de financement de la démocratie et que les scientifiques doivent rendre des comptes. Et c'est particulièrement visible dans le rapport de 1998 de Karrakostas et Muldur en Europe, qui s'appelle La société ultime frontière, donc avec une forte résonance avec le rapport de Vannevar Bush de 1945, et qui dit que, en fait, il faut désormais que la science réponde à la question « Comment allez-vous nous aider à mieux vivre ensemble sur la Terre ?» C'est-à-dire qu'on ne vous fait pas d'emblée confiance, il faut que vous fassiez la preuve que la science va nous aider à mieux vivre ensemble sur la Terre. Et c'est ce qui va se décliner à travers la création de l'espace européen de la recherche dans les années 2000. Il va falloir que tous les projets soient orientés dans cette forme de justification. Donc ce que je voulais montrer à travers cette rapide histoire, c'est que les sciences ont été thématisées comme une promesse de démocratie, une promesse de rationalisation comme étant compatible, voire nécessaire avec celle de la démocratie, et que cette question des conséquences et des impacts sociaux, elle a été justement l'argument fondamental pour les grands plans de financement de la recherche publique, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Alors, cette
cette conception de la science, elle va de pair avec une confiance. C'est-à-dire que ça ne marche que si on peut faire confiance aux scientifiques. Et effectivement, depuis les années 2000, il y a une inquiétude permanente de savoir si les citoyens font confiance à la recherche à travers ce qu'on appelle des eurobaromètres. Donc à peu près tous les 5 ans, donc sur le rapport entre les Européens et la science. Et puis en France, on a aussi des rapports sur les Français et la science. Le dernier rapport date de 2021 et tout le monde avait un peu peur, parce que dans le contexte de la Covid, où les informations scientifiques n'étaient pas claires et où il y avait quand même des tensions assez fortes, tout le monde a été soulagé de voir que finalement les Européens font encore confiance dans la science, que les personnes enquêtées estiment que les scientifiques sont fiables et honnêtes, pour la majorité, et en même temps de souligner qu'il y a quand même quelques lieux d'inquiétude, notamment 50% des Européens interrogés affirment que l'on ne peut plus faire confiance aux scientifiques pour nous dire la vérité sur des sujets de controverse en matière de sciences et de technologie, car ils dépendent de plus en plus de l'argent de l'industrie. Bon. Donc la notion de conflit d'intérêts qui arrive dans la conscience des citoyens. Et on a à peu près les mêmes résultats sur le rapport français, les Français et la science, qui est sorti aussi en juin 2021. Donc ce que je voudrais souligner, c'est que pour le moment, il n'y a pas de perte de confiance majeure vis-à-vis de la science, parce que vous avez des eurobaromètres sur les médias, la politique et tout ça, où là, c'est vraiment catastrophique. La confiance des Européens par rapport aux médias ou au gouvernement ou aux partis politiques est beaucoup plus inquiétante que celui de la science. Mais il y a toujours cette inquiétude de la pente glissante, de la slippery slope, qui ferait que peut-être qu'avec toutes ces affaires qu'on vit, plus le Covid, il y aurait une perte de confiance. Alors, face à ce modèle dominant, donc cette espèce de grand récit de la science comme un moyen d'accéder à une meilleure démocratie ou plus de démocratie, il y a des critiques fondamentales. Donc on en a pas mal parlé ce matin, donc je vais aller très vite. Il y a cette critique fondamentale de l'économie de la promesse qui est en fait prise dans le paradigme de l'économie de la connaissance, c'est-à-dire que derrière, c'est un modèle économique dominant qu'on pourrait appeler capitaliste ou néolibéral, qui est au cœur du processus. Donc ce n'est pas tellement la démocratie qui serait l'enjeu, mais ça serait plutôt un modèle marchand. Et puis la deuxième critique très forte qui est apparue ces dernières années, et je vais insister sur ce point-là, c'est donc tout ce qui est lié à des dysfonctionnements de la science. C'est-à-dire que comment faire confiance à la science quand elle-même dysfonctionne et n'est plus capable de s'autoréguler, contrairement à ce que nous disait Merton. Alors, je vous cite quelques travaux très rapidement. Donc, vous avez des travaux de journalistes scientifiques comme celui de Broadwed ou de Chevassus-Louis, qui sont des journalistes scientifiques qui ont enquêté sur des affaires, sur des cas de fraude. Et puis, vous avez des enquêtes sociologiques qui sont cette fois-ci des enquêtes de sociologie de terrain, comme notamment celle de Martinson et Anderson, donc à travers des enquêtes sur des cohortes immenses de chercheurs aux États-Unis pour voir comment est-ce que les chercheurs vivent leurs pratiques scientifiques et est-ce qu'ils ont conscience ou non d'avoir des mauvaises pratiques scientifiques. Et puis, vous avez des travaux comme ceux de Daniele Fanelli, qui travaillent plus sur les questions de publication et donc vont travailler à partir de revues de littérature. Alors, si je prends quelques éléments de ces travaux, il y a une enquête très importante aux États-Unis qui a été publiée en 2005 dans Nature, qui montrait que à peu près 30% des chercheurs, juniors, seniors et toutes disciplines confondues, reconnaissaient avoir eu des mauvaises pratiques dans leur carrière. C'est-à-dire de montrer que ce n'est pas un phénomène marginal comme celui que pensait Merton, parce que si vous dérogez aux règles, vous allez être exclu, puisque 30% des chercheurs, et dont d'excellents chercheurs et des seniors, donc des gens complètement dans l'institution scientifique, reconnaissent avoir des mauvaises pratiques scientifiques. Et puis, d'autres travaux donc, qui sont plus dans la lignée de ce que faisait Fanelli ont essayé d'évaluer la quantité de fraude, de plagiat dans les articles soumis. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'à partir des années 2000, il y a une forme d'inflation des articles rétractés pour fraude ou suspicion de fraude et pour différentes formes de plagiat, dont l'autoplagiat, la duplicate publication. Alors, cela dit, il faut prendre ça avec des pincettes parce que c'est comme toujours ces indicateurs-là. Avant, on ne les cherchait pas. Bon, maintenant, on les cherche et de
de fait, on les trouve. Mais cela dit, vous êtes tous au courant d'un certain nombre de rétractations d'articles scientifiques, même par des prix Nobel, et qui posent effectivement un certain nombre de problèmes. Alors, face à cette situation, qui est une situation enquêtée par la sociologie, il y a eu un effort de réfléchir à d'où venait cette faille du dysfonctionnement. Pourquoi est-ce qu'il y a de la fraude, du plagiat et de la falsification de résultats? Et on a relu l'histoire des sciences. Et en fait, ce qui est apparu, c'est que ce n'était pas un problème nouveau. C'est-à-dire que si on restait focalisé sur le grand récit de Weber, Merton, Bachelard, Bush et l'Europe, effectivement, on avait une certaine vision de la science pure, mais en fait, cette question de la science impure, elle a toujours existé. Alors, sur les grands enjeux éthiques, bon, je rappelle juste le procès de Nuremberg qui n'a pas concerné que les médecins, l'émergence des questions de bioéthique très tôt, bon, et le technological assessment. Bon, mais je ne vais pas insister là-dessus parce que je préfère me focaliser sur la question plus liée au dysfonctionnement en termes de pratique. La sociologie des sciences, en fait, a eu un énorme travail de déconstruction du travail de Merton. Le premier qui a fait ça, c'est Mitroff, en 1974, qui a enquêté sur les scientifiques de la mission Apollo et qui a montré qu'en fait, bon, c'était des scientifiques, certes, mais qui avaient évidemment des enjeux de pouvoir extrêmement forts entre eux et que ce n'était pas du tout ce modèle de la rationalité qui prévalait dans leurs relations au quotidien. Donc il a appelé ça le côté subjectif de la science. Et puis il y a eu les travaux de Stephen Shepin, qui a justement relu certains aspects de la Société royale des sciences sur lesquels avait travaillé Merton, pour montrer que la Royal Society, ce n'était pas du tout cette ambiance, disons, purement rationnelle qu'avait essayé de formaliser Merton, mais qu'il y avait des enjeux de pouvoir extrêmement forts. Et il a relu la thèse de Merton pour montrer en quoi est-ce qu'il y avait plutôt la création d'une fiction normative de la science à partir de cette étude de cas et la construction d'un modèle de la science, mais qui était très critiquable d'un point de vue sociologique. Et donc on serait retombé dans ce sophisme, on serait passé de l'être au devoir-être de la science, c'est-à-dire ce que dénonçait Hume, comment est-ce qu'on passe d'une lecture du réel pour nous donner une norme de ce qui devrait être, et ce que préconise Schaeffer, c'est de revenir à la réalité de la pratique scientifique. Alors, donc, premièrement, première approche, en fait, de se dire, mais les problèmes de fraude, falsification, plagiat ne sont pas si nouveaux que ça. Je relis l'histoire des sciences sur le long terme, je relis la même histoire des sciences que celle de Merton, et je m'aperçois qu'en fait, il y en a toujours eu des problèmes de ce genre-là. Mais cela dit, la question se pose de savoir si ces problèmes ne se sont pas accrus dans le contexte actuel, et il y a trois grands facteurs qui sont mobilisés pour expliquer cette tension forte aujourd'hui de la recherche. Premièrement, ce qu'on appelle la commodification de la recherche, c'est-à-dire sur le fait que la recherche est rentrée dans le marché, aussi bien pour trouver des financements que pour valoriser ses résultats. Deuxième explication, l'évaluation de la recherche, donc l'impact factor essentiellement, qui naît pour des raisons en fait de bibliothécaires au départ, avec une question de savoir quelles sont, dans un moment d'inflation des revues, quelles sont les revues les plus pertinentes pour une bibliothèque, mais qui est devenu ensuite un outil de gestion de la recherche. Et puis, troisième grand facteur d'explication, le New Public Management, c'est-à-dire une organisation managériale des services publics, et parmi les services publics, une organisation managériale de la recherche. Et en France, donc, ça a pris la forme du PIA, du plan investissement à venir, sur une approche qui devrait relier des valeurs fortes du service public, puisque la recherche fait partie des valeurs du public, mais en même temps d'autres valeurs issues du privé, notamment la performance, et il faudrait arriver à concilier aussi bien l'égalité que la transparence, que la performance, etc. Donc,
L'argument, c'est de dire qu'il y a une transformation organisationnelle de la science, et c'est cette transformation organisationnelle de ce qu'on appelle la science en projet qui renforce cette tentation et ce risque de dysfonctionnement interne. Et de fait, c'est ce qui est intériorisé à l'échelle des chercheurs et des personnels de la recherche, parce qu'il n'y a pas évidemment que les chercheurs pour faire de la recherche, il y a plein de personnels de la recherche de tous ordres, qui traduisent en fait ces nouvelles injonctions managériales de la science sous la forme de dilemmes ou d'injonctions contradictoires, c'est-à-dire d'une tension entre une autonomie de la recherche et une organisation managériale. Et donc, les chercheurs se retrouvent la plupart du temps dans cette zone grise des questionable research practices, où finalement, comment est-ce qu'on peut à la fois souscrire à la performance et à la qualité de la publication, par exemple. Autrement dit, comment est-ce qu'on peut gérer le publish or perish au quotidien pour ses doctorants, pour soi-même, pour son labo, etc. Donc cette zone grise, en fait, elle est le lieu de la négociation permanente, de contradictions permanentes, et c'est ça qui serait l'explication selon laquelle certains chercheurs franchissent la ligne rouge et peuvent basculer dans la fraude, la falsification et le plagiat. C'est particulièrement vrai pour un certain nombre une nouvelle figure du scientifique qui est apparue, ce qu'on appelle le scientifique entrepreneurial, donc le promoteur de recherche, les postdoctorants. Et c'est vrai aussi pour un certain nombre de chercheurs qui quittent l'université, c'est-à-dire après avoir souscrit à tous les critères universitaires, en fait, il y a un moment où la réalisation du métier au quotidien ne devient plus possible dans des bonnes conditions. Alors aujourd'hui, on le voit beaucoup pour l'hôpital en France, mais en fait, c'est vrai dans d'autres secteurs, même si c'est évidemment pas forcément mis en première ligne par l'université. Alors, dans ce contexte-là, l'éthique de la recherche est apparue comme une solution. Alors, cette éthique de la recherche, elle a pris 3 grandes dimensions. En France, on a été un peu en retard, comme d'habitude, à la traîne, c'est ce qu'on disait, mais on a rattrapé notre retard très, très, très vite en accumulant un certain nombre de lois, de décrets, de création d'institutions, etc. Et donc, ces 3 dimensions, c'est l'intégrité scientifique, donc, qui en France vient de trouver un point à peu près d'aboutissement avec la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, donc là on est quand même sur du relativement long terme, qui vise à garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux des travaux de la recherche et à consolider le lien de confiance avec la société. Donc on retrouve vraiment ces ingrédients-là, et avec tout un travail international mené essentiellement par la conférence internationale sur l'intégrité scientifique, qui édicte des statements, des états d'accord à travers toutes les communautés scientifiques internationales. Et la conférence des présidents d'université a signé ce statement en 2015, qui avait été promu à Singapour en 2010, et on a créé aussi un office français de l'intégrité scientifique. Vous avez des référents de l'intégrité scientifique dans toutes les universités. Donc on a mis en place des procédures, on a mis en place des institutions, des acteurs qui vont de l'intérieur et du top réguler la recherche en termes d'intégrité. Deuxième grande dimension, l'éthique de la recherche. Donc, l'éthique de la recherche, elle a pris aussi plusieurs figures, notamment des comités d'éthique de la recherche, qui sont normalement obligatoires dans toutes les universités et qui sont requis pour accéder à des financements européens ou internationaux et de plus en plus à des publications internationales. Il faut que le projet ait été validé par un comité d'éthique de la recherche au sein de l'université pour qu'on puisse publier les résultats d'une recherche. Ça a pris la forme aussi du self-assessment au niveau du PCRD Horizon 2020, c'est-à-dire sur l'idée que maintenant, dans les projets de recherche, les chercheurs doivent assumer une forme de réflexivité sur les risques éthiques de leur recherche. De même que pour l'intégrité scientifique, c'est une formation doctorale obligatoire, c'est-à-dire qu'un doctorant ne peut pas soutenir sa thèse s'il n'a pas une formation à l'éthique de la recherche et à l'intégrité scientifique. Et puis on a vu un certain nombre de chartes, dont la charte nationale de déontologie des métiers de la recherche qui a été promue par le CNRS en 2015 et révisée en 2017, qui vient édicter les bonnes pratiques des chercheurs.
Et puis, dernier élément du PULS, hein, une loi sur la déontologie. Alors, tous ces termes-là sont très compliqués parce qu'ils ne sont pas internationaux. Hein. Par exemple, nous, on parle d'intégrité scientifique, mais aux États-Unis, on va plutôt parler de research integrity. Et puis, la déontologie, elle n'a pas le même sens en France et au Canada ou aux États-Unis. Bon, nous, on a une loi de la déontologie qui concerne donc la fonction publique, c'est-à-dire pas tous les chercheurs, mais les chercheurs qui sont dans le régime de la fonction publique. Vous voyez que le CNRS avait appelé sa charte de déontologie de métier de la recherche. Bon, donc en fait, ça ne se superpose pas du tout. Mais disons qu'il y a cette idée qu'au sein des établissements et des organisations professionnelles, il faudrait aussi des codes de déontologie. Alors, j'appelle cette espèce d'idée qu'il y a des solutions à travers l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique, un risque de régression à l'infini. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, on va voir apparaître des problèmes au sein même de l'intégrité scientifique, de l'éthique de la recherche et de la déontologie. Alors, il y a 3 grandes voies en général. On peut reconfigurer ce que je viens de vous dire sur l'intégrité scientifique, l'éthique de la recherche et la déontologie à travers 3 grandes approches. Une approche réglementaire, une approche de la procéduralisation, de la standardisation, une approche soft law, une approche réflexive et une approche évaluative. Bon. Donc, l'intégrité scientifique, l'éthique de la recherche et la déontologie vont fonctionner selon ces 3 modalités, réglementaire, réflexive et évaluative. Bon, ces 3 modalités participent, et je reprends ce terme à Van den Hart, à ce qu'il appelait une séduction de l'éthique. C'est-à-dire que le même Van den Hart avait qualifié la situation dans laquelle nous vivons, pas seulement dans la recherche, mais de façon plus générale dans la société, une situation de panique morale. En France, c'est un terme qui a été pas mal développé par Ruben Augien, mais l'origine du terme, c'est Van den Hart, c'est chez lui qu'on la trouve. Et donc, une situation de panique morale, c'est que finalement, les critères de confiance sont devenus confus, opaques, et c'est dans cette situation-là qu'on peut créer des situations de panique, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait quelques personnes très minoritaires, mais avec une force de parole médiatique, pour créer des mouvements finalement de peur, de méfiance, de complotisme, un petit peu ce qu'on a vécu il n'y a pas très longtemps. Bon, et donc, dans ce contexte-là, on fait appel à l'éthique qui serait censée réguler cette situation de panique morale et éviter que ça se reproduise. Alors, ce que je vais essayer de montrer juste pour terminer, c'est qu'au sein même du fonctionnement de l'éthique, il y a des problèmes graves et il ne faudrait donc pas croire que c'est une solution, parce que tout simplement, c'est ce qui était un peu la conclusion de ce matin, il n'y a pas de solution simple et définitive. Alors, je vais reprendre donc le terme d'éthicocratie à Jean-Marc Larouche, dans une publication de 2019, donc il s'inscrit, c'est un chercheur canadien, il s'inscrit dans la lignée de Van den Hart. Ce que Larouche a montré à partir vraiment d'études de cas, c'est un sociologue, c'est qu'il y a des dérives de certains comités d'éthique de la recherche. C'est-à-dire que dans les comités d'éthique de la recherche, ça peut être une nouvelle forme de contrôle de la recherche pour des critères éthiques. Donc, non pas pour des critères scientifiques, mais pour des critères éthiques. Cela dit, les critères éthiques, ils sont souvent opaques, et puis les comités d'éthique de la recherche chez des personnes, avec des convictions, avec des manières de voir, et on a pu observer à travers des pays, par exemple la Suisse et le Canada, où il y a des comités d'éthique de la recherche depuis beaucoup plus longtemps qu'en France, qu'il y avait des formes de régulation, contrôle, qui se jouaient dans ces comités d'éthique de la recherche. Le deuxième exemple, juste que je voudrais pointer pour ces risques de nouvelles failles au sein de cette solution que serait l'éthique de la recherche, c'est la question de l'intégrité scientifique. Qui va dire ce que c'est qu'intégrité scientifique ? Ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a une conférence internationale sur l'intégrité scientifique qui essaie de se mettre d'accord. Alors, ce qu'on voit, c'est par exemple des phénomènes d'entrée très forte de certaines universités très jeunes qui veulent être bien classées au niveau international et qui sont obligées de s'aligner très vite sur les critères d'intégrité scientifique.
mais avec, par exemple, des techniques de recrutement. Hein, il va falloir recruter des prix Nobel, etc., pour monter dans le ranking. Mais par contre, une réflexion sur l'intégrité scientifique qui est largement opportuniste, plutôt qu'une réflexion de fond sur les modalités d'intégrité scientifique. Et puis, en lien avec ce problème-là, de comment est-ce qu'on va se mettre d'accord pour définir ce que c'est que l'intégrité scientifique, une publication récente montrait que aujourd'hui, il y a de plus en plus de groupes industriels, donc c'est une publication dans le domaine agroalimentaire, où ce sont des grands groupes industriels qui vont publier dans les revues et le champ de l'intégrité scientifique pour participer à l'élaboration des critères de l'intégrité scientifique. Donc on est dans un moment d'émergence de l'intégrité scientifique, on ne sait pas encore très bien ce que c'est, hein, même si depuis 2010 on a quelques idées un peu plus fixes, mais ce qu'on voit c'est que c'est un domaine qui évolue très vite et que justement ces industries agroalimentaires ont tout de suite compris que c'était là qu'il fallait publier si elles voulaient avoir d'une part une labellisation intégrité scientifique pour leurs unités de recherche et d'autre part pour avoir une forme de partie prenante sur les critères mêmes de l'intégrité scientifique. Et donc c'est ça que j'appelle la régression à l'infini, parce que finalement, on ne sait pas ce que c'est que l'intégrité de la recherche, on ne sait pas ce que c'est que l'intégrité scientifique. Ça peut être des lieux de pouvoir, de régulation, qui sont encore plus compliqués que celui de ce qu'on appelait l'excellence scientifique, et que par ailleurs, il y a d'autres acteurs qui comprennent très bien ces enjeux qui sont en train de se jouer et qui pourraient au moins éveiller une forme de soupçon. Voilà, merci beaucoup. Merci pour vos deux présentations. Donc, est-ce que vous avez dans le public des remarques, des questions suite à ces deux présentations? Merci beaucoup à tous les deux, mais j'ai une question. Une première question et puis une deuxième question. Sur cette histoire de Peckham Health Institute, par exemple, c'était à quelques kilomètres d'où j'étais élevé, donc, et mon père était impliqué. Mais il y a une contradiction, parce que là, l'idée, c'est de dire qu'il faut avoir ce contrôle sur la santé, etc. Mais c'est sponsorisé en partie par l'assurance. Mais l'assurance, donc, veut avoir une idée de la condition de santé de la personne en question. Et de nos jours, on essaie au maximum de ne pas avoir l'assurance, d'avoir comme condition préalable à l'assurance des conditions préexistantes. Donc, il y a une certaine contradiction dans l'idée qu'à la fois l'assurance pousse cette idée d'évolution de la santé, de connaissance, et aussi peut-être utiliser cette information pour exclure certaines personnes de l'assurance. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, c'était qu'il y a aussi l'évolution de la science. Donc, dans un certain sens, on parle tout le temps d'intégrité, etc. Mais on a vu ça avec les vaccins, par exemple. Les recommandations avec Covid ont changé, non seulement parce que les gens étaient peut-être pas compétents, mais aussi parce que nos connaissances quant à cette maladie, ce virus, ont changé. Donc, on ne peut pas accuser nécessairement les gens qui ont une opinion qui varie ou qui change d'être malhonnête. Mais le public peut commencer à avoir des doutes en disant, mais avant vous avez dit que c'était porté par toutes les surfaces, etc. Maintenant vous dites que c'est porté par la respiration, etc. Donc comment est-ce qu'on évite ça? C'est-à-dire que malheureusement la science évolue et donc il y a une contradiction. Donc deux questions. Okay. Oui, merci pour la question. Alors d'abord, juste une précision, j'ai peut-être pas été très claire. Le Life Extension Institute à New York, donc dans les années 1910, est en partenariat avec des assurances vie, ce qui n'est pas le cas du centre de Peckham. Mais bon, donc en fait, voilà, le centre de Peckham n'est pas en lien avec le secteur des assurances vie, mais par contre, ils reprennent bien
l'idée de check-up, l'idée d'examen périodique annuel de santé chez des individus bien portants. Et cette idée-là, historiquement, et des travaux d'historiens le montrent très bien, ça a été promu par le secteur des assurances-vie pour toutes les raisons que vous mentionnez, et effectivement pour exclure certaines personnes. Si vous êtes intéressé, dans le monde diplomatique, il y avait eu un article d'un historien qui s'appelle Dan Book. Et donc, bon, c'est le monde diplomatique, donc du coup, ça permet d'accéder très rapidement au contenu de ces recherches. Ça s'appelle « Ainsi, nos jours sont comptés ». Et il revient sur cette histoire, justement, des assurances-vie. Et alors, c'est génial, parce que ça montre qu'ils créent une médecine d'assurance, qui s'échangent des fiches en secret, qu'ils embauchent presque des détectives. Enfin, c'est vraiment... Et pour avoir des informations de manière secrète, ça fait scandale. Et ensuite, ils vont changer de tactique et se mettre à promouvoir officiellement la santé publique. Donc voilà, c'est simplement pour clarifier, ce n'était pas le cas du centre de Peckham. Mais ça me permet d'ajouter une deuxième précision. C'est-à-dire que, à mon avis, il faut qu'on reste conscient de la nature de la critique qu'on veut émettre vis-à-vis des promesses. Et donc, il y a plusieurs critiques possibles. Et donc, effectivement, on peut avoir une critique d'ordre politique ou s'intéresser aux acteurs qui promeuvent telle ou telle promesse. Et donc, se dire que si les assurances-vie sont impliquées, alors on a des raisons d'avoir des suspicions. Donc ça, c'est une première manière de faire. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a une autre manière aussi de critiquer, qui serait de se placer vraiment sur le terrain de la scientificité même de la promesse. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de dire non, cette promesse industrielle d'exploiter du gaz de schiste, on n'en veut pas pour des raisons de valeur et pour des raisons politiques, parce qu'on estime qu'on ne veut pas de ce rapport-là à la nature. Mais si on dit ça, c'est une critique d'ordre politique, et c'est une critique d'ordre de valeur. C'est-à-dire que peut-être que ce projet est scientifiquement et techniquement valable, mais on place la critique sur le plan des valeurs. Alors que là, dans le cas des médecines de prédiction, à mon avis, on peut aussi placer la critique sur le plan de la scientificité et dire que, en fait, ces gens-là se méprennent sur ce qu'est la construction d'un objet scientifique. Et donc, bien sûr qu'on peut faire entrer de nouveaux objets dans la science, ça arrive tout le temps. Mais dans ce cas-là, on n'est pas en train de vouloir créer une science de la totalité. On fait un effort d'abstraction de l'objet. Donc voilà, donc c'est deux critiques assez différentes. Et donc du coup, merci pour la question, ça m'a permis de préciser ça. Mais justement, avant de vous répondre, excusez-moi, je voudrais continuer ce débat-là parce que moi, je viens d'écrire un article justement autour de Bachelard et de l'éthique de la recherche, et j'ai appelé cet article « Formation et transformation de l'esprit scientifique ». Parce que ce qui me semble, c'est qu'aujourd'hui, de fait, il y a une transformation de l'esprit scientifique. Je ne sais pas si vous connaissez des projets justement sur les questions environnementales où il faudrait une approche globale, holiste de l'environnement et donc avoir des équipes pluridisciplinaires. C'est un peu pareil, le modèle sur le climat, le groupe expert, international des experts du climat, etc. Et donc, en fait, moi, Bachelard, il a une certaine vision d'un esprit scientifique qui est effectivement vrai dans l'ère post-relativité des années 30, avec peu de chercheurs, mais j'ai l'impression que l'esprit scientifique, parce que aussi les objets scientifiques ont changé. Et ce sont des objets complexes, des objets incertains, des objets globaux, des objets interdisciplinaires. Et donc, je ne suis pas sûre que ce critère de la scientificité, il existe comme ça de façon transhistorique et qu'on puisse l'appliquer aujourd'hui à nos problèmes. Donc on a parlé des nanos, de l'extraction des minerais, etc. Enfin, je ne suis pas très convaincue, disons, par la dimension transhistorique du critère. Je pensais que vous alliez répondre à votre question et pas me renvoyer une question. Non, par ailleurs, je suis d'accord sur la méfiance vis-à-vis d'un critère unique de scientificité. De toute façon, je pense que toutes les tentatives de la philosophie des sciences pour bâtir des critères, donc il y a eu des tentatives variées d'avoir des critères pour dire ça c'est de la science, ça n'en est pas. Ensuite, il y a une remise en question de cette recherche de critères uniques, et donc les études se font probablement au cas par cas et pour évaluer ce qui, dans tel cas, pose problème d'un point de vue scientifique ou non. Donc oui, je suis d'accord avec ça. Alors, pour répondre à votre question sur l'évolution de la science, je crois qu'il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire que, on l'a bien vu dans la Covid, c'est-à-dire qu'effectivement, nos recherches ont été extrêmement rapides et elles ont évolué très vite
plus des problèmes de communication dans le grand public et l'intervention du gouvernement, pas toujours à bon escient, enfin en tout cas d'un point de vue scientifique, disons, donc fait qu'il y a cette question de... la science, c'est un processus de recherche donc d'incertain, qui est marqué par l'incertitude, avec des découvertes qui remettent en cause ce qu'on pensait quelques années auparavant, voire quelques mois ou quelques semaines dans le cas de la Covid. Bon, donc ce processus d'évolution, notamment quand il est accéléré, peut entamer la confiance. Bon, ça c'est un point. Mais l'autre point, et en France on a quand même été assez bien lotis sur ce problématique-là, d'intégrité scientifique de notamment Didier Raoult, en fait ça c'est un autre problème, c'est-à-dire que ce qui a été mis en cause, c'est la nature même scientifique, d'une part de ses recherches et d'autre part de ses publications, avec des conflits d'intérêts forts, etc. Donc, et ça, aujourd'hui, c'est ça qui est un des domaines très importants de l'éthique de la recherche, en disant que, en fait, en plus, c'est un scientifique excellent. Enfin, je veux dire, dans nos critères aujourd'hui de ce que c'est qu'être un chercheur scientifique, Raoult a coché toutes les cases. Bon, mais si évidemment c'est au prix de pratiques qui remettent en cause la nature même scientifique de son travail, ça devient un problème sans fin, surtout qu'il est dans un lieu de reconnaissance. On a bien vu que ce n'était pas si simple que ça de le sanctionner, etc. Donc, je ne vais pas du tout focaliser ça sur une personne, parce qu'en fait, ce qu'on peut montrer d'un point de vue historique, c'est que ces cas sont des cas structurels. Donc ce n'est pas le problème de monsieur ou de madame, on a eu plein d'affaires. Et en tout cas, ces cas permettent à chaque fois de prendre conscience des problèmes structurels de la recherche aujourd'hui. Mais donc, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, il y a un discours. On a vu donc la création de l'Office français sur l'intégrité scientifique. Il y a des projets ANR d'intégrité scientifique. On a des référents intégrité scientifique dans toutes les universités. Moi, je participe à ces débats-là, etc. Il ne faut pas croire qu'il y a des solutions, parce que, par exemple, les référents intégrité scientifique ont très peu de moyens pour fonctionner. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Là, on avait tout un débat sur une thèse qui visiblement a été plagiée. Est-ce que c'est la faute du doctorant? Est-ce que c'est la faute du directeur de thèse? Est-ce que c'est la faute de l'école doctorale? Est-ce qu'il a le droit de soutenir? Est-ce qu'il n'a pas le droit de soutenir? Enfin, c'est des questions, on ne sait pas encore y répondre. On est en train d'essayer d'inventer les règles d'un fonctionnement dans un contexte où les modalités de recherche, ou aussi l'esprit d'un doctorant n'est pas forcément celui que nous, on avait quand on a fait notre recherche, etc. Donc, on est en train d'essayer aussi de comprendre ces dimensions psychologiques, mais qui sont toujours liées à une structure de la recherche, parce que c'est de la recherche en 3 ans, rapidement, avec des questions de financement, il faut avoir des résultats, il faut avoir des publications, etc. Donc c'est ce sur quoi je voulais insister, et en disant que... moi, j'ai pas mal suivi cette évolution de l'éthique de la recherche et de l'intégrité scientifique en France. Donc, on a fait peser, par exemple, beaucoup d'obligations sur les jeunes chercheurs, parce que c'était ce qui avait de plus facile. Parce que expliquer à un senior qu'il va falloir qu'il fasse de l'éthique de la recherche et de l'intégrité scientifique, s'il ne veut pas le faire, il ne le fera pas. Tandis que le docteur, si on lui dit si tu ne le fais pas, tu ne soutiens pas, là, c'est beaucoup plus clair comme message. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, l'éthique de la recherche, elle a été embringuée dans l'économie de la promesse. Et donc, il ne faut pas croire qu'elle va réguler cette économie de la promesse, puisqu'elle en fait partie. Voilà, donc c'est juste ce recul qui me semble tout à fait nécessaire, mais qui rejoint les communications qu'on a eues ce matin. Merci. Moi, je voulais revenir sur le terme de transformation de l'esprit, formation et transformation de l'esprit scientifique. Alors, vous avez évoqué l'exemple de l'approche globale à l'environnement, et puis même des sciences de big data, etc. En fait, en gros... c'est vrai que maintenant, on voit de plus en plus des approches qui veulent étudier le complexe vraiment, par exemple en génomique, transcriptomique, etc. Donc ça a l'air hyper impressionnant, le big data, etc. Ça a l'air hyper impressionnant parce que du coup, on arrive à avoir une image hyper globale de tout, etc. Alors qu'en fait, dans la réalité, c'est pas du tout ça. C'est une instrumentalisation pure, c'est vraiment une science d'instruments, c'est tout. C'est des mesures, mais qu'on arrive à regrouper parce qu'on a des capacités logistiques beaucoup plus adaptées, etc., etc. Et donc il me semble que Bachelard, à un moment, quand il avait, dans la formation d'esprit scientifique,
il avait catégorisé 3 âmes scientifiques, ou je sais pas quoi, âme puérile, âme professorale et puis en mal d'abstraire. Et donc, dans son âme puérile ou mondaine, il parle justement des scientifiques qui sont très attirés par le phénomène scientifique, une attitude de collectionneur, et puis vraiment intéressés qu'à l'instrumentalisation. Et il oppose ça, bien sûr, à l'âme en mal d'abstraire, etc. Et donc, je pense que, justement, le piège que posent des technologies comme le big data ou les transcriptomiques, etc., en fait, je ne sais pas à quel point est-ce qu'on peut dire que c'est une transformation de l'esprit scientifique ou est-ce que c'est une dégression de l'esprit scientifique, puisque, en fait, ce genre de technologie, il efface complètement, enfin, je n'ai pas envie de dire complètement, mais il efface largement la capacité du scientifique à abstraire, et tout devient instrumentalisé. Par exemple, sur la médecine prédictive, en fait, on compte beaucoup sur des machines construites sur des réseaux de neurones, etc. Donc, tout est technique. Et après, on donne à la machine la tâche de prédire est-ce que telle personne est malade, etc. On ne sait absolument pas comment ça fonctionne, et donc on écarte la tâche du scientifique à interpréter, à abstraire, etc. Et on laisse tout faire aux techniques. Et donc justement, enfin, je sais pas. Non, mais c'est super intéressant. Je ne sais pas si on aura le temps de vraiment développer tous les enjeux. Mais alors, déjà, Bachelard, quand il fait son histoire de l'esprit scientifique, hein, c'est une histoire. Donc pour lui, ça correspond à des grands moments du développement des sciences. Et ce qu'il dit, c'est qu'il y a à la fois une histoire, disons, objective, hein, de la science, de ce qu'elle connaît, et puis une histoire subjective, hein, de comment pense un chercheur et comment pense un collectif de chercheurs. Bon, moi, si on prend au sérieux le fait qu'il y a une histoire des sciences, cette histoire des sciences, elle ne revient pas en arrière, hein, pour Bachelard. Et donc, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est au-delà, et justement, je verrais bien la génomique comme une nouvelle phase, enfin la génomique et toutes les sciences du nomique qui vont avec, comme plutôt une 4e phase qu'un retour, hein, à cette première phase qui, pour Bachelard, en gros, c'est la phase un peu naïve de l'époque du XVIIe siècle, etc. Donc, je pense que si on prend au sérieux le fait qu'il y a une histoire, il faut accepter qu'on est en train de vivre vraiment une transformation et des objets scientifiques et de l'esprit scientifique, et que c'est ça qui est compliqué, c'est parce qu'on ne connaît pas encore les modalités du fonctionnement de cette science-là. De même qu'avec la relativité, il y a eu des nouveaux problèmes épistémiques et puis des nouvelles pratiques scientifiques, notamment de nouvelles mathématiques qui posaient problème par rapport à celles du 19e, etc. Donc moi, je suis plutôt pour prendre au sérieux le fait qu'il y a une historicité des sciences, une historicité de la science comme institution ou état d'esprit, et que ça demande aussi de ne pas appliquer des règles qui ont fonctionné, mais qui ne peuvent plus fonctionner parce que, de fait, c'est plus la même chose. Et notamment, j'ai pas mal travaillé sur le domaine d'internationalisation de la science et de globalisation de la science. En fait, nous, le modèle de la science universelle, qui est encore le modèle de Bachelard, et de la science internationale, ce n'est pas exactement la même chose. Bon, donc ça, c'est pour la première dimension sur l'historicité. Et donc sur la deuxième dimension, sur est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se perdrait aujourd'hui parce que finalement on ferait des technosciences plutôt que de la science, forcément il y a des choses qui se perdent. Et là, ce qu'on pourrait souhaiter, c'est qu'il y ait plus de financement pour la science fondamentale. Bon, ça c'est un vœu pieux, disons. Mais après, la difficulté, c'est est-ce que ça se décide ? Est-ce que vraiment on peut décider comme ça, ex nihilo ? Bon, parce qu'on voit bien, on est dans un contexte international, dans un contexte où il faut rendre des comptes aussi à la société, etc. Et donc je crois qu'à un moment, on n'a pas forcément une prise complètement rationnelle et maîtrisée, en plus d'un État qui a quand même de moins en moins de marge, en fait, ou de souveraineté, hein, dans ses politiques de recherche. Et donc, moi j'ai plutôt l'impression que il faut accepter que cette transformation de la science, elle nous fait perdre quelque chose en termes de rationalité, telle que l'a décrit Bachelard, mais elle nous fera gagner peut-être autre chose. Alors, j'aime beaucoup les travaux de Yves Gingras, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un sociologue des sciences canadien, enfin québécois. Et donc, ce qu'il dit aussi, c'est que d'un point de vue institutionnel, il dit, mais en fait, le problème, c'est qu'on a
notre référence de la science, c'est la science après-guerre. Hein, la science, en gros, implicitement, hein, la science les années 45 jusqu'aux années 80, on a l'impression que c'était la science telle qu'elle devrait toujours être. Mais il dit, mais la science, par exemple, au 19e, c'est une science très industrielle, hein, où il y a des financements industriels et où les problématiques, c'est les mines, c'est l'agriculture, etc. Donc, en fait, tout dépend de l'échelle de temps qu'on va utiliser. Et si on élargit un peu notre échelle de temps, finalement, on s'aperçoit que le modèle des 30 Glorieuses, c'est un modèle exceptionnel plutôt que la règle. Historiquement, les 30 Glorieuses, ça n'arrive pas tous les siècles. Hein. Donc, bon, voilà. Donc, c'est ça que je veux répondre. Oui, je vais juste ajouter très rapidement quelque chose sur les médecines prédictives et l'usage des big data. À mon avis, c'est très difficile de vouloir décrire ce que serait l'esprit scientifique contemporain à partir d'un certain usage des big data, parce que très certainement, en fait, je pense qu'on pourrait certainement essayer de caractériser globalement l'esprit scientifique contemporain et ensuite trouver ça et là dans différents champs de recherche des rémanences d'esprit scientifique ou d'esprit pré-scientifique. Je pense que c'est possible, même en conservant une certaine idée d'histoire des sciences. Et donc, par exemple, si aujourd'hui on regarde ce que font les gens qui promeuvent la médecine prédictive, un des promoteurs de la médecine des 4P ou de la médecine des systèmes à but préventif, c'est un Américain qui s'appelle Leroy Hood. Et alors lui, ça fait 20 ans qu'il publie des papiers pour dire que voilà, la médecine va être transformée, que ça va être révolutionnaire. Et donc notamment, c'est un adepte de l'étude de cohortes d'individus en bonne santé à très grande échelle. Et donc à un moment, il a promu le Wellness Project, et donc il prévoyait, il y a eu une étude pilote sur 100 personnes, et puis ensuite sur plusieurs milliers de personnes, je ne sais plus, c'était une très grosse cohorte. Il a publié partout que ça allait être aussi révolutionnaire que le télescope Hubble. Et ensuite, il a publié les résultats de la recherche. Et en fait, il n'y avait pas de résultats à publier. C'est-à-dire que quand on a comme ça lancé du big data, alors bon, en tout cas, ça a été très critiqué. C'est-à-dire que les résultats n'ont pas du tout été à la hauteur des ambitions affichées. C'est du big data utilisé sur des individus en bonne santé et sans question précise sur une maladie. Mais ça ne veut pas dire que tous les gens qui utilisent les big data dans la médecine font ça. Donc il y a des gens qui ont sans doute des questions de recherche ciblées sur telle ou telle maladie, tel ou tel traitement, vont utiliser du big data. Et pour autant, ils sont sans doute dans une démarche plus scientifique ou peut-être moins puérile que ce que fait Hood. Mais voilà.